Alors, pour finir cette série de vidéos sur la transition de l'influx nerveux, enfin, le fonctionnement du système nerveux, notamment des neurones, on va essayer de voir les choses de manière un petit peu plus intégrée pour quitter le domaine plus cellulaire et voir un petit peu les choses voilà, avec un échelon un peu plus macroscopique. C'est toujours un petit peu le principe de la physiologie, de voir les éléments interconnectés, de toujours avoir une vision globale sur l'ensemble des processus que l'on a au niveau du corps ou entre les tissus. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe donc, au niveau du postsynaptique, lorsqu'on a la fixation d'un neurotransmetteur sur la membrane postsynaptique, on va générer un effet. Classiquement, cet effet, on va dire, consiste à souvent induire un mouvement d'ion et donc à modifier le potentiel de la membrane postsynaptique. Ce changement de potentiel s'appelle un potentiel synaptique rapide, car il dure en général quelques millisecondes. S'il est dépolarisant, on parle de potentiel postsynaptique excitateur, PPSE. S'il est hyperpolarisant, on parle de potentiel postsynaptique inhibiteur. Et à ce moment-là, la cellule, vu qu'on abaisse le potentiel membranaire de repos, devient moins excitante. Si le neurotransmetteur se fixe sur un récepteur couplé aux protéines G, c'est tout à fait possible, à ce moment-là, on va avoir une modulation qui peut, par exemple, être une modulation de canaux ioniques dans un second temps par des voies de signalisation, mais qui vont prendre un peu plus de temps, vu qu'on a des cascades de signalisation qui vont se mettre en place. Et à ce moment-là, on parle en général de potentiel synaptique lent, parce que la réponse, on va dire, cellulaire, va prendre quelques secondes à quelques minutes. Et donc, en général, ce type de réponse lente est beaucoup plus impliqué dans le développement neuronal ou, par exemple, dans les mécanismes de la pensée et surtout de la mémoire à long terme. Donc, deux possibilités. Soit on module directement l'activité ionique de canaux, si ce soit le cas, donc on est très rapide, PPSE, PPSI, soit par des RCPG, on est sur des processus plus long terme. Vous retrouvez ici sur le schéma, donc, toujours pareil, les variations de potentiel en données en abscisse de temps, le PPSE qui correspond à une dépolarisation et un PPSI qui correspond plutôt à une hyperpolarisation. Alors, la signalisation donc, au niveau de la synapse, c'est particulièrement le devenir du neurotransmetteur, je l'avais un petit peu évoqué dans la fin de la vidéo précédente. Eh bien, cette signalisation de courte durée induit une inactivation du neurotransmetteur au niveau de la synapse. Cette inactivation, elle peut être finalement la conséquence de plusieurs effets. On peut avoir un phénomène de diffusion hors de la synapse, c'est-à-dire que le neurotransmetteur se fixe sur le récepteur cible et puis sort de la synapse en se séparant du récepteur. On peut avoir une inactivation enzymatique, c'est-à-dire que le neurotransmetteur va être pris en charge par une enzyme qui va le dégrader. Une acétylcholinestérase, par exemple, qui va dégrader l'acétylcholine dans la synapse, donc on diminue la concentration d'acétylcholine. On peut avoir un transport, un transfert vers le neurone présynaptique. Par exemple, l'acétylcholine, on va la recycler, on va la réabsorber au niveau présynaptique pour recycler la choline, après avoir dégradé justement par l'acétylcholinestérase. La noradrénaline peut être réimpactée dans le neurone présynaptique ou peut être dégradée à ce niveau-là par une enzyme, la monoaminoxydase. Et enfin, on peut avoir des transferts vers des cellules adjacentes, par exemple des cellules gliales. Rappelez-vous, quand on a vu les cellules gliales, on avait vu que notamment les astrocytes avaient des pieds qui entouraient les synapses, et je vous avais dit ça pouvait moduler la concentration de neurotransmetteurs. Eh bien, c'est le cas. C'est-à-dire que ces cellules adjacentes peuvent, dans ce cas-là, moduler finalement la concentration du neurotransmetteur de la fente et donc forcément moduler, modifier la quantité disponible de neurotransmetteurs, de ligands qui va pouvoir se fixer sur un récepteur et donc générer une réponse en avant. Alors, toujours dans cette version, je disais, un petit peu intégrée, lorsqu'un neurone, vous voyez ici, reçoit plusieurs signaux identiques, des PPSE ou des signaux finalement opposés, contradictoires, des PPSE, des PPSI, il va réaliser une intégration de tous ces signaux et c'est finalement la résultante de tous ces signaux qui va dicter son attitude, son comportement. Si je prends le montage que vous avez ici, vous avez un neurone qui va nous intéresser, sur lequel on va mesurer donc, la création d'un potentiel ou pas au niveau de la zone gâchette. 3 neurones qui vont au synapse avec, un neurone en vert qui est un neurone excitateur qui fait un PPSE, un neurone en noir qui fait là aussi un PPSE, un neurone en rouge qui fait un PPSI. On mesure la variation du potentiel en ordonnée en fonction de différentes situations. Première situation, on génère ici
un potentiel gradué par stimulation du neurone vert, et on voit qu'on crée une dépolarisation, mais qui n'est pas suffisante pour arriver au seuil, donc il ne se passe rien. Deuxième possibilité, on stimule le neurone en noir, et il crée un potentiel gradué, on regarde ce qui se passe, et là on voit aussi qu'on a une dépolarisation, mais qui n'est pas suffisante pour arriver au seuil, donc pas d'effet. Maintenant, ce qu'on va avoir, ça va être une stimulation du vert et une stimulation du noir. On va dire le potentiel gradué du vert va diffuser, le potentiel gradué du bleu et du noir va diffuser. Et là, on constate qu'avec ces deux potentiels gradués, la dépolarisation au niveau de la zone gâchette est suffisante pour arriver au seuil. À ce moment-là, on ouvre tous les canaux sodiques voltage dépendants et on génère le potentiel d'action qui va se propager le long de l'axone. Donc, on vient d'observer une sommation spatiale des deux signaux, du signal vert et du signal noir, qui a permis d'arriver au seuil et de générer le potentiel d'action. Si maintenant on continue, on a par exemple une stimulation par le vert, elle est toujours la même amplitude, elle n'est pas suffisante pour arriver au seuil. On voit que si on stimule le neurone rouge, on a à ce moment-là un signal qui est émis au niveau du neurone récepteur qui est un PPSI, donc on a plutôt une hyperpolarisation. Eh bien, on se rend compte que si on fait la somme d'une stimulation par le vert et d'une stimulation par le rouge, eh bien évidemment, le rouge va venir gommer ou en tous les cas diminuer l'intensité du vert. Alors déjà que le vert par lui-même ne permettait pas d'arriver au seuil, on se rend compte que dans ce cas-là, on arrivera encore moins au seuil, donc il ne se passera rien. On aurait très bien pu poursuivre le raisonnement en disant qu'on stimulait les trois en même temps, le vert, le noir et le rouge. Précédemment, le vert et le noir qui se cumulaient permettaient d'arriver au seuil, mais il serait tout à fait possible, que dans ce cas-là, le vert, le noir plus le rouge qui va venir retrancher en fait de la valeur de dépolarisation de précédent, passe qu'en se mettant en action, ce rouge, il empêche d'arriver au seuil et que contrairement au cas précédent où le vert et le noir étaient suffisants pour générer un potentiel d'action, dans ce cas-là, l'action du rouge, le PPSI, viennent bloquer l'action cumulée du vert et du noir, ce qui ferait qu'on n'aurait pas le signe. Ça serait tout à fait un scénario qui serait envisageable. À ce moment-là, il n'y aurait pas de création de potentiel d'action. On serait donc dans le cas d'une synapse inhibitrice post-synaptique. Et donc, l'intérêt dans ce cas-là du neurone rouge, c'est finalement être un élément régulateur de ces synapses, c'est-à-dire que les signaux qui vont être générés ici ne vont pas générer automatiquement un signal, mais en tous les cas, si tant est qu'en général, il le génère, une activation par le rouge peut venir bloquer ce signal-là et on commence à comprendre cette notion que si vous avez 10 000 synapses sur un neurone avec autant d'activatrices, d'inhibitrices, etc., eh bien, tous ces signaux vont venir se moduler les uns les autres pour, encore une fois, venir dire au neurone est-ce que c'est go ou no go. Il faut choisir si on fait le signal ou si on n'en fait pas. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la sommation temporelle. En fait, on reprend le même montage et dans ce cas-là, on se rend compte que la sommation peut ne pas être spatiale, mais elle peut être temporelle. En fait, dans le système, on stimule le neurone vert qui fait une première dépolarisation, pas suffisante pour aller au seuil. On remet une stimulation par le neurone vert et on constate là aussi qu'on n'est toujours pas au seuil, il n'y a pas de raison qu'elles soient différentes. L'intensité du potentiel gradué est toujours la même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première stimulation du neurone vert, mais très rapidement, on va le restimuler. Et là, on constate qu'on va avoir un chevauchement des deux. En fait, on va avoir un cumul des deux potentiels et qui, dans ce cas-là, vont permettre d'arriver au seuil de la zone gâchette et donc va permettre d'ouvrir tous les canaux sodiques voltage dépendants de la zone gâchette et donc provoquer un potentiel d'action. On a donc eu une sommation temporelle, c'est-à-dire que deux potentiels suffisamment rapprochés ont pu se cumuler et ont pu permettre d'arriver au seuil. Et donc, vous l'aurez compris, en pratique, dans un neurone, eh bien, on va avoir une sommation qui sera spatio-temporelle, c'est-à-dire que le neurone, au niveau de sa zone gâchette, il va cumuler les différents potentiels gradués qui arrivent de différents endroits, avec évidemment dans le temps, de la même origine, un cumul de ces potentiels gradués qui se feront, je dirais, de manière très rapprochée. Et c'est la résultante de tout ça qui fera si oui ou non j'arrive au seuil et si oui ou non je génère un potentiel d'action. Et c'est donc cette sommation spatio-temporelle qui démontre, illustre la capacité d'intégration du neurone. Alors, on a vu qu'il y avait l'inhibition post-synaptique, c'est celle qu'on vient de voir précédemment. Vous avez finalement le schéma ici avec un neurone qui va être un neurone excitateur, un neurone inhibiteur, et donc, et là c'est dans l'autre sens, mais peu importe, le PPSI va venir donc contrecarrer potentiellement le PPSE, et donc il y aura un signal où il n'y en aura pas.
on a une autre possibilité de montage qui est ce qu'on appelle une inhibition présynaptique. À ce moment-là, le neurone inhibiteur va faire synapse avec une terminaison axonique. Et donc, le PPSE ou le PPSU, SI qui va générer, si c'est une synapse présynaptique, eh bien, va s'additionner avec le potentiel d'action qui est en train de se balader et il va finalement moduler la valeur de ce potentiel d'action au niveau présynaptique. Et donc, si l'activité du neurone ici vient à diminuer la libération du neuromédiateur, à ce moment-là, on va parler d'inhibition présynaptique. Alors que si au contraire elle augmente, on parlera de facilitation présynaptique. Et donc l'intérêt dans ce cas-là, c'est que si on a par exemple un système inhibiteur, un système d'inhibition présynaptique, et bien dans un montage comme celui-ci, si vous avez ici des circuits neuronaux qui ont dit à ce neurone, OK, go, tu peux contracter toutes les cellules qui sont en dessous. Dans un modèle d'inhibition post-synaptique, à partir du moment où le potentiel d'action est créé, toutes les cellules ici cibles vont se contracter de la même façon. Par contre, dans le cas d'une inhibition présynaptique, on va pouvoir moduler de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus spécifique une réponse. On va pouvoir dire par exemple, eh bien, OK, tu contractes ou tu stimules ces deux cellules-ci, mais par contre celle-ci, on ne va pas la stimuler parce qu'on aura justement un neurone inhibiteur ici qui va venir bloquer le potentiel d'action qui fait qu'il n'aura plus assez d'intensité pour par exemple ouvrir des canaux calciques qui permettraient de faire l'exocytose du neurotransmetteur. Donc on aura dans ce cas-là, on va dire, avec cette modulation présynaptique, une modulation beaucoup plus fine que la modulation présynaptique, et en fait, on va avoir une modulation beaucoup plus sélective d'une collatérale, par exemple, et non pas l'arrêt complet de toutes les structures en aval du neurone qui a été stimulé. En fait, souvent, le mode de fonctionnement synaptique est beaucoup plus complexe. On peut avoir des effets de potentialisation à long terme, des effets de dépression à long terme, qui vont générer des changements prolongés, aussi bien dans la qualité ou la quantité des synapses, ce qui va jouer notamment un rôle dans les phénomènes d'apprentissage et les phénomènes de mémoire. Par exemple, le glutamate, qui va activer deux types de récepteurs au niveau postsynaptique. Et cette activation va conduire à la libération de facteurs paracrines capables d'aller moduler en retour l'activité du neurone présynaptique. Donc, on le voit après, quand on rentre vraiment dans le détail de ces systèmes synaptiques, on voit que l'on a des systèmes qui sont évidemment beaucoup plus complexes, mais dans l'idée, on a vu quand même globalement comment ça pouvait se comporter. Alors pour finir, si on reprend de manière synthétique ce que nous avons vu, en fait, l'idée dans les grands concepts, c'est qu'on va avoir donc des synapses qui vont être soit des synapses excitatrices, soit des synapses inhibitrices. Un neurone va recevoir classiquement au niveau de ses structures réceptrices, c'est-à-dire le corps cellulaire, les dendrites, ces signaux, excitateurs ou inhibiteurs. Il va faire la sommation spatiale et temporelle de ces signaux. Et au niveau de la zone gâchette, on va avoir un phénomène d'intégration qui va dicter son action. Avec tout d'abord cette notion de seuil, c'est soit l'intensité résiduelle permet d'arriver à un seuil qui va permettre l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendant et on va créer un signal, soit on n'y arrive pas. Et si on y arrive, on crée un nouvel influx nerveux avec le principe de l'horloge du tout ou rien. C'est-à-dire comme on a ouvert toute notre population de canaux sodiques, le potentiel d'action créé aura toujours une intensité identique et constante tout le long de la conduction sur l'axone. La subtilité, la différence, je dirais, pour refléter le potentiel gradué qui est une intensité différente, se faisant sur la fréquence des potentiels d'action et non pas sur leur amplitude. Ensuite, cet influx nerveux va se balader sur l'axone et il va donner une nouvelle synapse, il va libérer un neuromédiateur. Et là aussi, on aura à nouveau un signal qui se produira donc sur la cellule réceptrice. Soit on aura un PPSE, soit on aura un PPSI, soit on aura plusieurs PPSE, soit plusieurs PPSI. Et à nouveau, la résultante de ces effets fera qu'on conditionnera tel ou tel effet donc, au niveau de la synapse. Donc, cette transmission synaptique, finalement, et je conclurai là-dessus, est une étape de vulnérabilité dans le transfert de l'information nerveuse parce qu'on a un certain nombre de substances d'utilisation quotidienne, d'ailleurs, comme la caféine ou la nicotine, l'alcool, qui peuvent moduler l'activation de ces synapses. Et c'est aussi un lieu où on va pouvoir agir sur certains récepteurs avec des molécules. On a certaines pathologies qui vont être responsables, ou en tout cas qui vont être causées par des anomalies dans le fonctionnement de ces synapses. J'ai évoqué dans une vidéo la maladie de Parkinson, qui va être
la conséquence d'une anomalie sur la libération de dopamine dans certaines de ces synapses. On pourrait parler de la schizophrénie, on pourrait parler de la dépression, avec notamment les systèmes sérotoninergiques qui sont souvent impliqués, les systèmes adrénergiques, on a des problèmes de concentration de neurotransmetteurs. Et justement, nos approches de pharmacologie à travers les médicaments qu'on essaie de donner, eh bien, en général, ont pour objectif de restaurer ces niveaux de neurotransmetteurs qui sont déficients, ou en tous les cas qui sont anormaux dans ces synapses, de manière à récupérer un fonctionnement du tissu nerveux, et notamment des voies de régulation de ces voies nerveuses qui redeviennent, on va dire, relativement normales, qui soient rééquilibrées à nouveau. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de l'ensemble de ces vidéos.